Bonjour. Bonjour. Donc vous avez reconnu la voix de Alain qui est à la technique aujourd'hui avec moi. Je vais essayer. Nous sommes donc repartis pour un nouveau numéro de Génération 2000 avec une émission très particulière puisqu'aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un invité qui s'appelle Philippe Bertrand. Je vais le laisser se présenter. On va faire les choses habituelles. Nom, prénom, numéro de sécu, nombre d'enfants, l'âge du capitaine et la totale. Ça va être long, hein. Tu as oublié les vaccinations. Oui, faut être à jour dans les vaccinations. En plus, ouais. Je suis très heureux d'être ici. Voilà, tu as donné mon nom d'artiste. Et voilà, on va dérouler l'historique ensemble. Et quel historique, en fait. Et puis Chalon, tu connais très bien. Ah oui, je suis très heureux de revenir ici. Je sais que j'ai plein de collègues qui sont en train de m'écouter aujourd'hui, puisque j'ai travaillé pendant 1 an à la mairie de Châlons en Champagne. Donc évidemment, c'est que du bonheur de revenir. Eh ben, bienvenue aux sources alors. Merci. Nous allons commencer tout de suite avec une chanson. Une chanson qui va te faire plaisir, puisque c'est une chanson pour ta maman. Donc c'est justement la chanson de maman, tirée de l'album De là-haut. Je te laisse parler un petit peu de la chanson et après on écoute. Oui, c'est une chanson qui nous a permis d'ailleurs d'être ensemble ici, parce que je crois que tu as été sensible à l'écoute de ce titre. Et oui, tu es pas le seul d'ailleurs. C'est la première que j'ai découvert de toi. Voilà. Et c'est une chanson que j'ai décidé de dédier à ma maman, en fait, qui est partie en 2014 et qui souhaitait absolument que je rechante. Alors voilà, c'est chose faite. Son vœu est exaucé de là-haut. Elle doit me regarder et elle doit être très heureuse que je puisse lui rendre cet hommage. Et c'est vrai que je me disais hier soir que au fond, je chante cette chanson un peu partout, à Boston, à Miami, dernièrement à Paris. On est aujourd'hui à Châlons. Et son image et l'amour qu'elle m'a donné, ça rayonne un peu partout finalement dans le monde. Et c'est le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre, au fond. Et donc on va dédier la chanson à toutes les mamans, et à la mienne y compris. Pourtant, tu savais que j'étais le cœur qui désormais, tout le temps, rythmerait tes printemps jusqu'à la fin des temps. Maman, je suis né un matin et déjà dans tes mains. Maman, la vie avait des yeux, couleur de mes yeux bleus d'enfant. J'étais bien, j'avais faim, je croyais en demain. Souvent, tu jouais à mes jeux, on était tous les deux. Maman, tu m'as appris l'amour sans attendre en retour. Maman, les regrets et les peurs, les petits mots du cœur, le sang, les sourires que l'on goûte, un peu comme à 4 heures, content. Tu as fait de ma vie le plus beau de tes jours. Maman, moi je ne savais pas qu'être seul dans tes bras, maman, n'avait qu'un temps pourtant, nous étions d'innocents amants. Tu étais mon printemps, nous nous aimions tant et tant, que respirer sans toi, c'était mourir 100 fois. Maman, tu m'as pas vu pousser, t'as pas vu mes années. Maman, mes regrets, mes soupirs, mes rires, mes délires d'enfant, lentement s'évanouir et fleurir au plaisir des grands. Tu m'as pas vu fouler notre amour sous nos pieds, maman. Nous n'irons plus au bois où l'amour a parfois, maman, un petit goût de pomme, rien ne sera plus comme avant. Je suis seul bien des fois, tu sais, je pense à toi souvent. Nous n'irons plus aux pommes puisque je suis un homme, maman. Voilà, très belle chanson pleine d'émotions.
maman de Philippe Bertrand. D'ailleurs, vous pourrez retrouver toutes les informations sur Philippe Bertrand, comment le contacter. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site de Radio Mono. Ah ben c'est très bien. C'est tout à fait normal. On va rappeler l'adresse d'ailleurs. Bah oui. radiomonofree.fr. Voilà. Et radiomono.net, simplement pour le site. Et au pire, vous téléphonez au 03 26 21 32 36 et nous vous donnerons toutes les informations avec grand plaisir. D'ailleurs, je voulais le dire, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec des albums et avec plaisir, si des gens écoutent, pour qu'on puisse leur offrir. Eh bien, l'appel est lancé, donc voilà, la première personne qui va appeler au numéro que je viens de donner, donc 03 26 21 32 36, gagnera donc un album de Philippe Bertrand. Pas un seul, hein. On offre des albums aujourd'hui. Alors, J'ai envie, des moi. albums. Il y a eu des carbones, du coup ça fait Oui, des doubles. tiens. Bah voilà. Alors, une petite question. Tu as commencé la chanson à l'âge de 6-7 ans. Aidé de ton papa qui t'a poussé, mais comment toi, l'envie, elle est venue pour monter sur scène? Parce que c'est papa qui t'a poussé, ou c'est toi qui avais déjà l'envie de monter? Mon père, en fait, c'est surtout ma maman qui a découvert que je chantais à l'arrière du véhicule quand on partait dans mon village le week-end. Et mon père, en fait, ouvrait le journal L'Ardennais l'Union et la semaine, il recherchait les concours de chant qui avaient lieu dans la région, etc. Alors il notait, il avait un cahier, puis voilà, il notait toutes les endroits où je pouvais me produire et où je pouvais participer à des concours de chant. On appelait ça des radios-crochets à l'époque. Finalement, l'histoire a guère changé puisqu'on a The Voices, etc. aujourd'hui, donc c'est qu'une histoire qui se répète. Et en fait, tous les week-ends, je chantais. Donc je chantais dans des concours de chant un peu partout, dans les Ardennes, en Champagne-Ardenne. Et c'est comme ça que je suis monté sur scène, en fait. Le démarrage, c'est les concours de chant. D'accord. Et après, tu es parti sur Paris et tu as fait une rencontre marquante dans ta carrière. Donc, c'était le directeur de Radio Tour Eiffel, Jacques Duchesne. Oui. Comment s'est fait la rencontre? J'en parle toujours parce qu'en fait, apporté quand on a 17 ans, évidemment, et c'est encore le cas aujourd'hui pour des jeunes artistes qui veulent chanter, l'idéal, c'est de rencontrer la personne qui va te protéger, te porter, te conseiller, parce que c'est quand même le show business en règle générale, c'est quand même violent. Et c'est vrai qu'il y a un concours qui s'appelle Chantons sur la foire à Charleville-Mézières, et j'ai participé à ce concours, voilà. Et en finale. Et donc Jacques Duchesne m'a demandé si je souhaitais écouter des titres qu'il écrivait, etc. Lui qui était au cœur du dispositif. C'était avant l'arrivée de la FM, Radio Tour Eiffel en fait. Hein. Et c'est vrai que c'était une radio importante à Paris. Et c'est comme ça qu'en fait je suis parti à Paris pour pouvoir d'abord découvrir le monde de la radio d'ailleurs, parce que j'ai fait de la radio. Et puis ensuite essayer évidemment de décrocher un contrat ou quelque chose dans une maison de disques, évidemment. Et tu étais à Radio Tour Eiffel en tant Moi, qu'animateur? Non, pas du tout. Non, j'ai assisté à des émissions en fait. J'ai vu les débuts de Jean-Jacques Goldman arrivant sur sa moto. Il y a plein de gens comme ça. J'ai découvert le show business. Avant ou après Taifong? C'était juste au démarrage, juste après Taifong en fait. Juste après Taifong, d'accord. Et en fait, il était. Qu'est-ce que c'est Taifong? Taifong, C'était c'était un le groupe, premier groupe de Jean-Jacques Goldman. À savoir que quand Goldman est parti de Taifong, c'est Michael Jones qui l'a remplacé. Donc Michael Jones est rentré au moment où Goldman y était encore. Goldman est parti et Michael Jones a pris donc la place de Jean-Jacques Goldman. C'était l'historien de la chanson française qui... Donc voilà, leur amitié date de très 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 longtemps entre Michael Jones et Jean-Jacques Goldman. C'est pour ça que dès qu'il a fait ses premiers albums et qu'il a fait notamment Je te donne, il a pensé automatiquement à Michael Jones pour aller chercher quelqu'un qui sache parler anglais déjà. Parce que lui, il parlait pas forcément, comme beaucoup à cette époque, c'était plus du yaourt que de l'anglais. Donc il a été chercher Michael Jones. Et puis et après ça a donné toute la carrière que nous connaissons avec Carole Fredericks et l'album Rouge et ainsi de suite. Retour à Philippe Bertrand. Vu que tu es chanteur, question basique, es-tu interprète, auteur-interprète, la totale? Moi, j'essaie déjà d'être interprète. J'essaie déjà d'être Philippe Bertrand, c'est déjà du boulot. Et je n'écris pas en fait, parce que je suis tellement émotif que j'arrive pas à traduire en fait via un crayon en fait, une feuille de papier mes émotions. Et c'est vrai que trouver un nègre, ça pourrait pas t'aider?
J'ai des gens qui travaillent quand même pour moi et qui me connaissent depuis des années, comme Thierry Brenner, etc. Donc c'est vrai qu'ils connaissent mes émotions, les bons mots qui vont dans ma bouche, etc. Donc c'est vrai que c'est un privilège, parce qu'au fond on se parle au téléphone, on est en train de préparer un nouvel album, et c'est vrai que tout ça s'entremêle, et c'est bien, ils écrivent les choses qui me vont bien en fait. Donc, et le nouvel album, il sera sur quel tempo, français, américain? Parce que il y a 2 albums. Il faut quand même préciser que tu es aux États-Unis. Non, alors ça c'est une fausse rumeur. Je suis dans 2 pays, pour être honnête. On en reparlera peut-être, mais c'est vrai que je vis à Toulouse, une partie de l'année aux États-Unis également. Donc je prépare. Oui, et Boston également. Oui, je n'ai pas l'air comme ça, mais j'ai des valises. C'est comme Linda de Souza d'ailleurs. Ouais, mais elles ne sont pas en carton, les tiennes. Elles deviennent en carton. Elles sont en carton à la longue avec les aéroports. Non, mais je ne sais plus de quoi on parlait. Mais en tout cas, les auteurs, oui, ce sont des gens qui me connaissent depuis longtemps. Donc, le prochain album, c'est Eric Miller, à qui j'ai confié la direction artistique de cet album. Et en fait, il a été, je pense, emballé par le projet. Il m'a évidemment reproché d'être un peu trop triste. Et je suis triste de nature, je pense quand même. Je n'ai pas l'air, mais dès que je chante et dès que j'exprime des émotions, c'est vrai que je ne suis pas toujours très marrant. Et donc, il me demande de mettre un peu plus de up-tempo dans mon prochain album. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a travaillé chez BMG Ariola durant plusieurs années et qui habite maintenant à côté de Valence. Et il est en train de travailler sur cet album. Donc, il y a des thèmes, évidemment, qui me correspondent dans ce prochain album. Et il y a un album américain également. Alors donc... On aura l'occasion d'en reparler. Oui, il y a du travail. Là. Et tu les as rencontrés comment, ces auteurs? Parce qu'il y a sûrement des personnes qui sont auditeurs et qui voudraient se mettre dans la chanson et qui ne savent pas la procédure à suivre pour rencontrer des auteurs. C'est quoi? C'est une étude de marché? Oh non, il faut faire les choses avec le cœur d'abord. Hein. Moi, je ne me suis pas posé la question en enregistrant la chanson sur ma maman si elle allait passer, si j'allais être formatée, si ça allait passer en radio. Ah ben non, parce que sinon, ça m'amuse Non, mais plus. Comment on fait pour rencontrer un auteur? On passe une annonce, cherche auteur pour faire chanson ou... Je crois dans ma situation, j'ai produit un spectacle dernièrement à Paris avec Jean-Pierre Castaldi, et c'est Robin Belfond en fait qui m'a parlé d'Eric Miller. Et je me souvenais d'Eric Miller parce que j'avais présenté un spectacle à Paris, et donc j'ai dit à Robin, je veux travailler avec Eric, mais comme je suis un enfant et que je veux travailler avec les gens, mais il suffit pas de dire qu'on veuille travailler avec les gens, et encore faut-il que les gens acceptent. Donc c'est vrai que j'ai contacté Eric et que je lui ai proposé de travailler avec moi, etc. Et au démarrage, effectivement, j'envisageais de financer le projet d'album, et finalement, c'est lui qui s'en occupe et qui le dirige artistiquement. Donc voilà, c'est comme ça que ça se fait. Il y a Paul Glaser également qui a eu beaucoup de succès, qui habite lui à côté de Strasbourg et qui était à l'origine de la production de mon premier album en 2004, dont je crois on va écouter des titres. Voilà. Donc, si je devais donner un conseil... quand on est passionné de musique et qu'on veut chanter, effectivement, la première chose, c'est de rencontrer des gens. Peut-être, alors évidemment, il y a des sites sur lesquels on peut rencontrer des gens. Et c'est d'abord de rencontrer des gens qui vont vous comprendre, vous écouter, et ensuite traduire vos émotions, surtout quand on est interprète. Mais il est vrai qu'il y a de moins en moins d'interprètes. Les gens préfèrent évidemment interpréter... des reprises. Oui, ou leurs propres chansons. Donc, Et c'est vrai que ça me refait penser à une parole qui était dans le film Sister Act, ou Sister Act 2 plus précisément, où il y avait une question, c'était comment devient-on chanteur? Et la réponse était très belle, c'est à partir du moment où tu te lèves le matin, tu chantes, tu manges, tu chantes, tu dors, tu chantes, tu es chanteur. Donc à partir du moment où on a la musique en soi, on est chanteur de toute façon. Oui, j'ai toujours une chanson qui me trotte dans la tête, ça c'est marrant parce que c'est tout le temps. Donc voilà, ça confirme, tu es chanteur. Me voilà rassuré. Et c'est la reprise pour la seconde partie de l'émission, toujours avec Philippe Bertrand et ses fans. Je mets un E parce qu'il n'y a que des femmes. Nous avons notre petit harem avec nous. Alors, la musique. Qu'est-ce que ça t'apporte, la musique? C'est un exutoire. C'est un exutoire parce que je suis quelqu'un de torturé. Donc le fait de chanter me permet d'évacuer. Je suis quelqu'un d'anxieux, je suis quelqu'un d'inquiet toujours, de nature. Donc j'ai besoin de chanter en fait. Voilà. Si je chante, j'évacue les choses que j'ai en moi, et c'est un bon remède. C'est mieux qu'un psy d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses. Ça coûte moins cher en plus. Exactement. Et puis pour certaines personnes, la danse aussi, c'est un sacré exutoire aussi. On en parlait hors antenne, c'est vrai. Donc on parlait de musique, on parlait d'auteurs, de tes chansons.
Mais toi, est-ce que ça ne te tente pas d'être auteur justement de tes propres chansons, quitte à les faire retravailler un petit peu après par tes amis auteurs, mais ça te dit pas de créer carrément toi-même? Mais en fait, je ne suis pas quelqu'un de besogneux, moi, c'est ça le problème. C'est-à-dire, il faut s'installer, moi, j'aime que les choses aillent vite. Il faut que tout aille vite. Alors, je reçois les chansons, etc. J'en écoute beaucoup actuellement. Et c'est vrai que ça demande une certaine concentration d'écrire. Et comme je cours tout le temps, voilà, j'ai quelques défauts, voilà, donc j'ai du mal à m'installer, mais j'y songe de plus en plus quand même. J'ai des mélodies qui me trottent dans la tête souvent, et je me dis qu'il faudrait que je les enregistre sur mon iPhone ou quelque chose comme ça, et puis peut-être ensuite les donner aux gens qui travaillent avec moi pour qu'ils les traduisent. Eric Miller d'ailleurs est un multi-instrumentiste, et il est tout à fait à même de pouvoir faire ça. Donc c'est vrai que j'y pense. Et puis j'oublie. Ça rappelle une chanson, ça. Ouais. Tu dis souvent que tu as atteint de la folie d'artiste. Comment tu te soignes? En chantant, bah oui. Entre autres. Voilà, en chantant. En m'occupant des gens que j'aime également, et, en prenant soin des gens que j'aime, et en chantant, évidemment, en chantant. Et le traitement fonctionne? Bah écoute, je me suis guéri de plein de maux, mais le fait d'être artiste, non, j'ai pas envie de me guérir du tout. Ça marche pas trop mal. Hein, nous allons tester justement ce traitement avec une de tes chansons. C'est Les Chemins Interdits. Tu peux nous en parler avant qu'on mette la chanson? Oui, une fois de plus, c'est lié à ma maman, évidemment. C'est une des premières chansons que j'ai enregistrées. En 2004, j'étais en fait à Paris, où j'avais présenté en fait un spectacle. J'ai fait de la radio pendant des années, et puis quand j'ai arrêté la radio, j'ai décidé effectivement de revenir à ce que j'étais, c'est-à-dire un interprète à la base. Et je me suis dit, mon Dieu, alors qu'est-ce que je vais faire? Alors j'ai commencé à retravailler ma voix, et puis j'ai envoyé en fait des chansons à Henri Velter, qui était le propriétaire du Piano Zinc à Paris dans le 4e, qui m'a appelé en me disant, au fond, on n'a pas trop envie de relancer des artistes, etc., c'est lourd. Et puis quelques jours après, il m'a rappelé, il me dit, bon allez, on vous donne votre chance avec votre spectacle d'Aznavour à Zazie que je présente aux États-Unis maintenant. Et en fait, j'avais inclus dans ce tour de chant des chansons originales, dont celle-ci en fait. Ce sont les auteurs et compositeurs d'Hélène Ségara, entre autres, et d'autres évidemment, qui ont écrit cette chanson. Et donc, c'était une des premières chansons que j'ai enregistrées. C'est surtout la chanson de ma maman. C'est une chanson qu'elle adorait. Elle me disait toujours, mais pourquoi tu ne la réenregistres pas? Pourquoi tu ne la remets pas sur un album, etc. Elle fait partie de mon histoire, de mon tour de chant. Également, c'est une chanson incontournable. Elle est surtout très belle parce qu'elle raconte effectivement les douleurs. Et quand on a des douleurs, parfois on prend des chemins interdits justement pour pouvoir évacuer. Pas toujours les bons chemins, mais au fond, on fait les choses avec le cœur. Donc on essaye de trouver les moyens de se libérer de la peine quand on aime quelqu'un, que les affaires ne fonctionnent plus, etc. C'est ce que raconte la chanson. Et voilà, puis c'est une chanson que j'ai beaucoup de mal à entendre maintenant, évidemment qu'elle est partie. Ça c'est clair. On va quand même l'écouter. Avec plaisir. Et écoutez-la bien, puisque vous risquez de l'entendre assez souvent sur nos ondes. Pour oublier, j'ai pris les chemins interdits. Chemin de brume, chemin de rêverie. J'ai pris le vent, découvert bien d'autres pays. J'ai suivi la route des caravanes, dans des déserts lointains et des mers inconnues. Pour oublier que je t'aime, j'ai pris les chemins interdits. J'ai touché les couleurs du feu sur le front des indigènes. Pour oublier l'amour fou qui, comme dans le feu de mon sang, les rares instants inespérés où j'ai cru voir le bonheur retrouver.
chemins interdits, chemin de brume, chemin des rêveries. Et si souvent je caressais le sein des autres, c'était le tien qu'en rêve je caressais. J'entends ta voix lointaine qui m'appelle. Pour oublier que je t'aime, j'ai pris les chemins interdits. J'ai touché les couleurs du feu sur le front des indigènes. Pour oublier l'amour fou qui colle dans le feu de mon sang, les rares instants inespérés où j'ai cru voir le bonheur retrouvé. Pour oublier que je t'aime, j'ai pris les chemins interdits. Donc c'était Philippe Bertrand avec Les Chemins Interdits. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu vivais en partie aux États-Unis, à Miami. Mais ça t'est venu comment cette idée? J'ai une partie de ma famille. D'abord, j'ai une partie de ma famille aux États-Unis, déjà, donc c'est bien de pouvoir partager et voir les deux côtés, en fait. Donc je suis content d'être en France et de pouvoir... Je suis là depuis 4 jours et de pouvoir voir mon père qui est encore ici en Champagne-Ardenne. Et puis quand je suis en fait aux États-Unis, j'ai envie d'être en France, et quand je suis en France, j'ai envie d'être aux États-Unis. Donc comme ça, au moins, c'est ce qui s'appelle être un nomade. Et puis surtout, il y avait à un moment donné, effectivement, j'ai découvert qu'aux États-Unis, la chanson française, Brel, Barbara, etc., c'était quelque chose qui inspirait beaucoup les Américains. Je l'avais découvert au Piano Zinc, où j'avais beaucoup une clientèle, enfin un public plutôt qu'une clientèle d'Américains. Et quand évidemment on interprète Mon enfance de Barbara ou qu'on interprète Brel, etc., ça les touche. Voilà, le spectacle aux États-Unis, je termine par Non, je ne regrette rien de Piaf, et c'est vrai que ça les touche. Les Américains adorent. Surtout Aznavour, il a toujours eu énormément de succès, même encore maintenant d'ailleurs. Ah oui, il est à Miami dernièrement, il a fait énormément de succès aux États-Unis. Ouais. Ton album qui s'appelle De là-haut, si je ne me trompe pas, c'est tiré d'une chanson de Thierry Amiel. Absolument. Pourquoi cet artiste? Est-ce que c'était, tu as vu le titre et ça t'a fait tilt, ou il y avait déjà une histoire par rapport à la chanson de Thierry Amiel? C'était l'histoire de ma maman, tout simplement. Et comme je souhaitais n'enregistrer cet album, c'est pas un album très fun, faut bien le dire. C'est un album où je rends hommage aux mamans qui sont parties trop vite. Et effectivement, la chanson de Thierry Amiel entrait parfaitement dans le concept de cet album, puisque elle dit bien, elle raconte l'histoire de on demande dans la chanson, dis-moi là-haut, est-ce que les mots sont aussi beaux, etc. Bon, voilà, ça entrait dans le cadre de cet album. D'accord. Donc tout à l'heure, tu nous as dit qu'il y avait un projet de 3e disque. Tu peux essayer de nous en donner un tout petit peu plus? Oui, je suis en train de travailler actuellement, donc avec Eric Miller. Combien de chansons J'ai pas défini en fait, parce que c'est vrai qu'Eric me dit il faut quand même que tu mettes un peu de fun, il faut que ce soit un peu plus up-tempo. Et moi, c'est vrai que la mélancolie, les ballades, bon, la langue française se prête parfaitement aux chansons romantiques, etc. Mais à un moment donné, il faut effectivement mettre un peu plus de tempo. Donc on recherche des chansons un peu plus rythmées pour équilibrer justement cet album. Donc on est en train de travailler Et ça sera chanson française, chanson américaine? L'équipe qui travaille avec moi aux États-Unis m'a proposé effectivement, puisque j'ai démarré effectivement l'enregistrement, les répétitions d'albums américains, il y a un titre qui est sur l'album en anglais qui sera sur l'album français. Voilà, donc il y aura un titre en anglais normalement. Bon. Voilà. Et puis il y a l'album anglais aussi. Donc. Nous allons bientôt passer une autre de tes chansons qui s'appelle Pour pas tomber. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, je peux en parler parce que c'est une chanson en fait d'Éric Frasiac. Alors Éric Frasiac, c'est un artiste à temps plein. C'est aussi le propriétaire d'une radio concurrente, Europe 2, en fait, à Verdun. Et je suivais l'artiste tout au démarrage quand il a signé, c'était en 87-88, et entre autres cette chanson. Donc je l'ai
appelé en lui disant que j'adorais cette chanson et que c'était une phase B de 45 tours. Il avait signé chez CBS à l'époque. Et il m'a invité, en fait, directement à Verdun, sur Europe 2. Et puis, le soir, en fait, on est allé, il a un studio d'enregistrement, le Crocodile Studio, je me souviens. Et il m'a dit, allez, on y va. Et il a balancé la bande orchestre. Et en direct, en fait, j'ai interprété cette chanson que je ressens évidemment très fort. Et puis, c'est comme ça, en fait, qu'ensuite, il a accepté que je lui pique. Et que je puisse l'intégrer à cet album Les Chemins Interdits en 2004. Voilà. Nous allons l'écouter tout de suite. Pour pas tomber, Philippe Bertrand. À défaire les caresses encore tièdes d'un amour éphémère, dans la douceur fragile des matins sans mémoire, quand la tête est si lourde, quand le présent s'égare, y a plus que toi, t'es là toujours. C'est ma dernière issue de secours. Tellement besoin de toi pour pas tomber. Besoin de toi pour pas tomber. Encore plus bas. Voyages ont pris l'apparence un peu folle. Des dessins anonymes au mur des écoles. Le sourire d'inconnu en passant qui s'efface. Quand les jours qui s'allongent ne laissent plus de traces.
Retour à Philippe Bertrand. Nous allons passer à un autre niveau. Nous avons vu le côté chanteur. Je te regarde, je m'attends pire. Tous ceux qui ont pu aller te voir sur Internet ont vu qu'il y a le côté physique. C'est pas pour rien qu'il y a aussi autant de femmes dans le studio. Il n'y a pas que la voix, il y a le physique. Donc, à part la chanson, est-ce que tu n'as pas été tenté par le cinéma, ne serait-ce qu'aux États-Unis? Ça ne m'est jamais venu à l'esprit. Non. Non, puis être acteur, c'est différent. Quand on est sur scène, on est le chef, on est le patron. Voilà, donc on dirige. Quand je projette un spectacle et que je le monte, voilà, je suis le boss. Et je décide du choix des chansons, des arrangements, du choix des musiciens, du pianiste qui va m'accompagner si c'est en piano-voix. Donc, mais quand on est acteur, c'est un autre métier. C'est une équipe, etc. Donc, Pourtant, en antenne, tu m'as dit que tu aimais bien Tim McGraw, donc chanteur country. Ah oui, il me fascine. Oui, il a un talent fou. Qui est aussi acteur, et il est aussi bon dans l'un comme dans l'autre. Et justement, vu que tu l'aimes bien, ça te dit pas de suivre la même carrière? Écoute, ça ne m'est jamais venu à l'esprit, mais qui sait, hein, au fond. Faut jamais dire jamais. Mais non, voilà. Donc, Et créer carrément un grand spectacle musical, vu que on va rester du coup dans la chanson, faire un grand spectacle musical pour encore mieux faire connaître les chansons françaises. Mais déjà, pourquoi pas, mais c'est vrai que je suis déjà gâté, parce que bon, quand je vois l'émotion et le regard des gens, des Américains, c'est sûr que ça fait du bien au patriotisme, hein, je vous le cache pas. D'autant que c'est vrai qu'en France, on est un tout petit peu morose, un peu beaucoup d'ailleurs. Donc, quand on voit tous ces applaudissements, tous ces gens qui m'attendent à la fin des spectacles aux États-Unis, moi, j'avoue que je suis très fier. Très fier. Et pourquoi pas? C'est vrai que en fait, aux États-Unis, j'ai beaucoup plus de. Je n'aime pas défendre un pays plus qu'un autre. Hein. Je suis français, c'est évident, et je partage mon temps entre les deux pays. Mais c'est vrai, je dois reconnaître quand même qu'aux États-Unis, les portes s'ouvrent beaucoup plus facilement qu'en France. En France, quand je demande à des auteurs, je leur dis voilà, écoutez ce que je fais, je voudrais un album up-tempo. Mais non, vous êtes fait pour chanter des chansons lentes, des pianos-voix, c'est faux. Je chante des chansons rythmées aux États-Unis. Mais en France, voilà, je suis catalogué artiste romantique, etc. Je t'aime, reviens, tu m'as quitté. Et c'est faux, parce que je leur dis, aux États-Unis, je chante des chansons qui sont très rythmées. Donc c'est le gros souci de la France. On aime bien mettre des étiquettes et ranger les personnes dans les cases. Et dès qu'elles débordent de ces cases pour aller dans une autre, ça ne plaît pas du tout. C'est ça la différence justement avec les États-Unis. Et pour ça qu'il y a autant de... le fameux rêve américain, c'est ça. C'est parce qu'il y a possibilité de faire tout ce qu'on veut et d'aller au bout de son rêve. Absolument. Qu'on se plante ou qu'on se plante pas, au moins on a essayé et on a les moyens pour le faire, à la différence de la France. Oui, parce que j'ai demandé, il y avait en fait, lors d'un spectacle à Miami, une jeune femme qui est venue me voir et elle me dit: je suis l'assistante de la dame qui est au fond de la salle. Et cette dame est la propriétaire de l'agence Metropolis à New York, en fait. Et elle m'a laissé sa carte et je lui ai expliqué le projet. Et de ce contact, en fait, de cette dame qui est venue me voir chanter, elle m'a mise en contact avec le guitariste de Paul McCartney. C'est lui qui écrit les chansons du nouvel album. Ça ne se serait pas fait en France. En France, les portes se ferment. Mais c'est vrai que faut peut-être... parfois tricher pour les ouvrir, ces portes en France dans le show business. Et comme je n'aime pas tricher et que je préfère ma liberté, ben voilà, le problème est réglé. Donc, il y a justement des chanteurs français, notamment François Feldman, qui avait eu ce gros souci. Absolument. Où il avait demandé à faire des choses qui méritaient d'avoir des aides. Pas forcément des aides financières, mais des aides au niveau des arrangements et tout. Et on lui a répondu non, toi ça se passe tout seul, t'as pas besoin qu'on t'aide, donc tu te débrouilles. Mais oui, c'est sympa. C'est différent. L'artistique aux États-Unis et en France, c'est différent. Ça, c'est certain que les portes s'ouvrent plus facilement. Et c'est une bataille permanente en France pour se faire entendre et pour essayer de décrocher des titres. Bien sûr qu'il y a des gens qui travaillent pour moi, mais c'est une relation affective également qui s'installe. Mais on n'a pas forcément besoin d'une relation affective aux États-Unis. Les gens que je rencontre à Miami, les studios d'enregistrement, etc., ça va plus vite. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'énergie et l'artistique est bien mieux loti. Mamie Blue, pourquoi cette chanson? Il suffit de l'écouter. C'est mon histoire en fait. Et demain, d'ailleurs, je vais aller sur la tombe de ma maman. Et voilà, elle est dans ce village blotti en Tirard chardonnaise. Et voilà, le chien et le chat sont très vieux. Et ils viennent me dire adieu. C'est toute mon histoire, en fait. C'est la toute première chanson à laquelle j'ai pensé en enregistrant cet album. Puis c'est un gospel également. Et j'aime le gospel. Donc, et ma voix se porte au gospel. J'ai donné un spectacle dernièrement à Cahors.
Et des gens sont venus me voir en me disant mais pourquoi vous ne faites pas du gospel? Est-ce que vous pourriez avec la puissance de votre voix faire du gospel? Et c'est vrai que ça m'interpelle tout ça, mais la chanson en elle-même, oui, c'est tout à fait, c'est mon histoire. Donc c'est une émission vraiment 100% émotion. Nous allons donc écouter Mamie Blue. Philippe Bertrand, Mamie Blue, belle reprise en tout cas. Et je dis pas ça simplement parce que tu es là, mais c'est vrai que ça fait partie des chansons que j'ai découvert de toi, moi, sur Internet et sur YouTube, notamment. Je crois que tu voulais cette chanson. Hein, pour ne pas le citer, ouais, franchement, oui, je vais te faire un compliment, mais voilà, c'est vraiment, ça vient du cœur. Il y a la même qualité d'interprétation que quand Nicoletta le chantait. Voilà. C'est gentil, d'autant que j'adore Nicoletta, donc elle m'a inspiré, évidemment. Tous ces gens m'ont inspiré, donc... Donc, faut reconnaître le mérite aux gens. Donc, franchement, oui, il y a la même qualité d'interprétation et de sensibilité dans l'interprétation. Nous avons donc des fans avec nous.
Est-ce que tu as un fan club officiel, à part les 4 groupies qui sont autour de toi? Non, en fait, je n'aime pas du tout le côté star comme ça. Rien que le mot fan, déjà, ça me gêne quelque part. Moi, je suis quelqu'un de communication. Donc forcément, un fan club, etc., tout ça, ça me chiffonne un petit peu. Même si je dois reconnaître que les gens me suivent et qu'ils sont de plus en plus nombreux à me suivre. Et que c'est de plus en plus difficile de répondre aux messages privés, aux longs messages des gens qui me disent, voilà, le soir, je suis avec vous, et vos émotions, et votre voix, et puis... alors tout ça, ça arrive en boomerang. Évidemment, quand on est artiste, on chante, on veut pas chanter pour une chapelle, on veut chanter pour un maximum de gens. Mais c'est vrai aussi que j'aime contrôler, pouvoir répondre aux gens, parce que c'est le but. Mais ça devient de plus en plus difficile, ça, je dois le reconnaître. Est-ce qu'il y a des concerts de prévus sur la France? Pas pour l'instant. Non, parce que je suis en pleine répétition de mon album. Alors je me dis, j'essaye de me concentrer sur. Alors je suis en train de préparer une série de spectacles aux États-Unis qui vont être liés à l'album américain. Et en France, pour l'instant, en fait, il y a des projets en fin d'année sur Paris, effectivement, avec Richard Bouygues, qui l'assistant du maire du 12e arrondissement, et qui souhaiterait effectivement me voir dans différents spectacles en fin d'année. Donc on est en train d'en parler avec la mairie du 12e arrondissement à Paris. Donc il y a ce projet, évidemment, mais tout ça est à l'état brut pour l'instant. Il y a d'autres projets également. Alors, mais bon, je suis superstitieux, on va attendre. C'est pas un nom catégorique, on va dire. Ah ben non. Nous sommes déjà, hélas, arrivés au terme de l'émission. Donc je vais quand même remercier très chaleureusement Philippe Bertrand. C'est moi qui vous remercie. N'hésitez pas à aller le voir sur Internet. Et bientôt, donc vers la fin de l'année, on a dit, peut-être sur Paris. Peut-être avant, peut-être avant. Il y a... Ah, ça a peut-être des... Je dis pas tout, hein. J'ai pas tout comme ça. Parler, j'ai une raison pour revenir. Ah bah, ça sera avec grand plaisir. La porte est grande ouverte, il y a du café, il y a des gâteaux, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. On va remercier aussi les fans, quand même. Ah oui, parce que elles sont venues. Et même de très loin. Donc, on va commencer par Daniel. Donc, merci Daniel. Je remercie Janie, Nadine et Myris. Myris qui est triste qu'on se sépare. Bon, on se sépare pas vraiment, en fait. Il y aura l'after, c'est pas grave. Et bien sûr, un grand merci à Alain de s'être occupé de la technique. Oui. Ce fut un plaisir. Thank you, Alain. Et comme toujours, pour vous dire au revoir, donc je vous donne quand même rendez-vous dans un prochain numéro de Génération 2000. Et je vous dis à bientôt. À bientôt tout le monde. Au revoir.